Bonjour, bienvenue dans la série Science hors notre science. À notre époque, la science est devenue extrêmement développée, extrêmement importante. Elle a pris une grande place dans nos vies. Le moindre objet, le moindre appareil utilise la science pour sa conception, sa fabrication. On retrouve la science partout. Et cela se reflète aussi dans les médias, que ce soit la télévision, les journaux écrits, les revues, sur Internet, dans des sites généralistes ou des sites plus spécialisés. On retrouve des informations scientifiques à l'appel, en grande quantité, dont certains peuvent être très friands, qu'ils soient profanes ou amateurs éclairés de sujets scientifiques. Ça a des effets utiles. Ça donne de l'information. C'est toujours utile d'être informé, de savoir ce qui se fait, de ce que l'on découvre et des conséquences de ces découvertes. Les réalisations que l'on retrouve dans tous les domaines scientifiques sont souvent utiles pour les gens, donc il est important de les connaître. Ils peuvent répondre aussi à des questions que le citoyen peut se poser, comme à quoi ça sert? Ça coûte parfois très cher, et donc pourquoi? Ça peut aussi susciter des vocations chez les jeunes, pour les pousser vers le domaine scientifique. Ça peut aussi susciter des débats de société ou des débats éthiques sur des sujets délicats qui touchent monsieur et madame tout le monde, comme la pollution, l'énergie, les OGM, la médecine. Donc, cette information est très utile. Mais là aussi, c'est côté pervers. La science est vulgarisée, c'est-à-dire présentée sous une forme adaptée au grand public. Nous verrons cela plus en détail plus tard. Elle est parfois présentée par des scientifiques qui peuvent être extrêmement compétents dans leur domaine, mais ne sont pas toujours les meilleurs vulgarisateurs du monde. La pédagogie, c'est parfois inné, parfois appris, mais dans tous les cas, tout le monde n'est pas un excellent pédagogue. Il existe de très bons vulgarisateurs, mais tous ne le sont pas. Il y a aussi des présentations faites par des journalistes généraux ou journalistes scientifiques. Leurs connaissances ou leurs compétences peuvent être assez variables. Et évidemment, un auditeur qui regarde un sujet dans une vidéo ou à la télévision peut avoir beaucoup de mal à trancher et à savoir est-ce que l'homme qui parle devant moi sait de quoi il parle? C'est très difficile de le savoir quand soi-même, on n'est pas du domaine. De plus, la vulgarisation ne présente qu'une facette de la science, celle qu'on vulgarise. Elle est imprécise, elle est incomplète, et elle ne montre pas comment la science est arrivée aux résultats qui sont présentés. Elle donne souvent une vue faussée, voire totalement erronée de la façon dont cela fonctionne dans le monde scientifique. On retrouve souvent dans la vulgarisation des citations prononcées par de grands hommes, de grands scientifiques vus par beaucoup, y compris par les scientifiques, comme des autorités dans le domaine. Le plus connu est très certainement Einstein. Mais ces citations, elles sont trop courtes pour recouvrir toute leur subtilité et elles manquent de contexte. On leur fait dire à peu près tout et n'importe quoi. Et évidemment, ça amplifie l'aspect trompeur de la vulgarisation. Donc il serait peut-être bien de faire le point. Ça va être le but des vidéos qui suivront et qui présenteront ce sujet de science hors notre science. Nous répondrons à des questions comme, en fait, qu'est-ce que c'est que la science, en réalité? Comment est-ce qu'on fait de la science? Quelles sont les méthodes employées par les scientifiques? Et en particulier, qu'est-ce que exactement ce qu'on appelle la méthode scientifique? Qui est plutôt bien codifiée, très variable, nous verrons tout cela. Et on parle de théorie, mais c'est quoi réellement une théorie? Alors, on parle aussi d'expérience, de mesure, mais en quoi ça consiste exactement, faire des expériences,
faire des mesures? Quels sont les fondements philosophiques de la science? Quelles sont les logiques qu'elle emploie? Quelle est la place des mathématiques dans la science? Comment on fait la distinction entre la science et, à côté, des fadaises, de la mauvaise science, de la pseudo-science, ou même des choses qui sortent totalement du cadre de la science? Alors, nous n'allons pas étudier des théories scientifiques. Si vous êtes un profane, un simple curieux, rassurez-vous, nous n'allons pas vous expliquer la relativité ou ce genre de choses. Non, nous allons étudier le cadre dans lequel se fait la science. Quelles sont ses méthodes de fonctionnement, quelles sont ses méthodes de raisonnement, comment on élabore la science. On se basera souvent sur la physique. D'abord parce que c'est en grande partie mon domaine, et je préfère parler de quelque chose que je connais. J'aborderai donc assez peu certains problèmes que j'ai cités, comme les grands débats sensibles sur la médecine ou des choses de ce genre qui ne sont pas de mon domaine. Mais la physique, c'est aussi l'archétype des sciences dites exactes, avec des guillemets quand même, hein. Mais elles sont souvent présentées comme ça, pas tout à fait à tort, hein. Et les questions qui sont soulevées, dont je viens de vous parler, ont souvent un caractère aigu et difficile. C'est souvent dans le domaine de la physique qu'il peut y avoir des remises en question ou des incompréhensions autour de ces questions. Par exemple, la physique fait un grand usage des mathématiques, abondant et complexe. Et de fait, la physique théorique est souvent vue comme très rébarbative et difficile. Et donc, un profane qui regarde un sujet d'actualité sur une recherche en physique, sur une découverte, parfois il aimerait bien comprendre. Et c'est difficile sans l'usage des outils qui sont utilisés. Et donc, s'il pose des questions de plus en plus précises, il se heurte à un mur, ce qui est frustrant. Et la question qui se pose alors, c'est mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi la physique est-elle si complexe? Alors de ce point de vue-là, il y a deux points qui méritent d'être soulevés. Alors ce n'est pas des points que j'approfondirai dans les prochaines vidéos, mais ils sont importants, donc je vais en parler ici. D'abord, la physique, ce sont des études longues et difficiles. On doit y absorber une grande quantité de matière. Et c'est vrai d'ailleurs de toutes les études universitaires. On ne s'improvise pas physicien, que ce soit pour de l'expérience ou de la recherche théorique, surtout à notre époque où la science est devenue beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste. On ne s'improvise pas plus physicien qu'on peut s'improviser médecin, avocat, voire chirurgien. Vous imaginez votre voisin décidant de faire de la chirurgie amateur et décidant de vous opérer de l'estomac. Est-ce que vous le laisseriez faire? Alors pourquoi accepter qu'un profane qui ne connaît pas grand-chose fasse de la physique? Croire qu'avec des connaissances assez restreintes, par exemple issues de la vulgarisation, et très partielles, on peut faire de la physique, c'est totalement illusoire. Ça peut être décevant, mais c'est une illusion. C'est une illusion qui est amplifiée par la vulgarisation. C'est un de ses effets pervers. On regarde un sujet sur les ordinateurs quantiques, sur les exoplanètes, les trous noirs, toutes sortes de choses extraordinaires, et on a l'impression de comprendre parce que c'est bien présenté, parce que c'est bien illustré, il y a de belles images, de bonnes explications. C'est parfois d'ailleurs de la très bonne vulgarisation. Mais elle donne cette impression d'avoir compris. Et compris, y compris jusqu'à l'essence la plus profonde de ce qui est présenté. Mais c'est faux.
Cette vulgarisation ne présente qu'une façade. Elle ne présente pas ce qu'il y a derrière. Et donc, la compréhension, elle peut être réelle, mais elle reste très limitée. Et donc, croire qu'avec cette faible compréhension, on peut soi-même appliquer ses propres raisonnements et faire de la physique, c'est une illusion. Ça peut être une découverte très désagréable pour certains. Tous les passionnés de science, enfin peut-être pas tous, mais un grand nombre ont été confrontés à cela. Je suis passionné de science depuis tout jeune. Je dessinais mes propres fusées à l'âge de 6 ans. J'ai lu un livre de relativité générale à 14 ans, et ne me prenez pas pour un surdoué, je n'y ai rien compris. Ou plutôt, j'ai cru l'avoir compris. Et ce n'est que bien plus tard que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu être naïf? Comment j'ai pu croire que je pouvais comprendre ça à l'époque où je n'avais aucun bagage, aucune connaissance réelle? Alors, la bonne attitude face à ça, c'est de se dire, je vais étudier. Alors, pas besoin de s'inscrire à l'université pour ça. L'auto-formation, c'est tout à fait possible. Il existe de très bons livres, de très bons cours. J'ai suivi des cours universitaires, mais pas dans la physique. Je suis ingénieur. On apprend de la physique, mais pas tout. Certainement pas comme le ferait un physicien. Et donc, j'ai acheté un grand nombre de livres, et pas des livres de vulgarisation, des livres de cours. Des livres très techniques, parfois très pointus. Et j'ai potassé tout cela, parce que ça me passionne, et parce que je voulais aller au-delà de cette naïveté. Et me dire, voilà, maintenant je sais réellement faire, je sais pourquoi je ne comprenais pas, ou pourquoi je comprenais mal, ou pourquoi je croyais avoir compris. Maintenant, je sais comment ça marche, je sais où sont les difficultés. L'autre attitude, c'est de se bloquer et de se dire non, je le refuse. Ça, c'est pas la bonne attitude, c'est très négatif. Il y a les cours universitaires qui sont la preuve que c'est dur, que c'est long, que c'est des matières qui demandent énormément de travail. Et croire simplement parce qu'on le refuse, qu'on va pouvoir y échapper, c'est malheureux. Mais bon, ça, ce n'est qu'un constat. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi la physique est si compliquée. Pourquoi faut-il tant d'études, après tout? Ça peut être l'origine de l'incompréhension et de ce blocage que certains ont face à cette difficulté. Il y a aussi le biais des médias. J'en ai déjà parlé avec la vulgarisation. Il y a aussi le fait que les médias, en particulier les très grands médias, mais c'est vrai aussi des plus petits médias ou de la littérature plus spécialisée ou des sites spécialisés sur Internet, ils ne présentent que certains résultats, souvent les plus spectaculaires, parce que c'est ce que les gens aiment bien. Donc on montre le spectaculaire, l'ennuyant, ce qui serait banal pour un non-scientifique, mais qui pourrait être extrêmement important pour un scientifique. Ça, on ne montre pas. C'est pas vendeur. Je critique pas, je le comprends très bien. La plupart de ces sites sont des sites commerciaux. Ils doivent vivre de leur métier. Si les gens ne regardent pas leurs actualités, ils ferment boutique et ils se retrouvent au chômage. Donc bien sûr que l'on vend du spectaculaire. Il faut juste en être conscient. C'est comme ça. De plus, et ils ont malheureusement aussi parfois tendance à amplifier le côté spectaculaire. J'ai souvent déjà vu des titres très exagérés, même sur des sites d'actualité très sérieux, où le titre est... Quand on sait ce qu'il y a derrière, on est un peu énervé. On se dit, mais enfin, mais comment on peut mettre un titre pareil? Et quand on lit le contenu de l'article, c'est tout à fait correct. Mais le titre est là pour accrocher. C'est comme ça. Il y a aussi le fait qu'il ne présente justement que les résultats. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. On peut présenter un résultat en 10 minutes et qui a pu demander 10 ans de travaux à 10, 100, 1000 scientifiques. Des travaux très difficiles, expérimentaux, d'observation, d'analyse, de calcul mathématique. À 8, 10, même 12 heures de travail par jour.
des milliers d'heures au total. Et en 10 minutes, on vous présente ça. Donc vous ne voyez vraiment que la pointe de l'iceberg. Vous ne savez pas comment on est arrivé à ce résultat. Et les difficultés que ça a impliqué. Alors, à nouveau, c'est un constat. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi la physique est si compliquée. D'accord? Il a peut-être fallu 10 ans pour arriver à ce résultat de 10 minutes. Mais pourquoi? Le constat ne nous dit pas pourquoi c'est comme ça. Tout ce que on peut voir, c'est le constater et dire que ça peut engendrer une certaine frustration. Une frustration du curieux, du profane, qui dit « Oh, ce résultat est fantastique, oh, je l'ai compris ». Et puis qui se rend compte qu'en réalité, pour le comprendre, c'est une encyclopédie en 10 tomes, hein, avec des calculs, des graphiques, des descriptions précises d'expériences, de mesures, qu'en fait, il ne savait rien. Il savait ce à quoi on avait abouti, et donc, éventuellement, l'importance de la découverte. Combien elle est extraordinaire, mais c'est tout. Et donc, ça engendre des frustrations. Forcément. Je trouve donc qu'il est important d'essayer de comprendre. Ne fût-ce que pour donner envie de suivre le bon chemin, celui que j'ai dit. Apprendre le sujet, étudier, améliorer ses connaissances, faire l'effort. Quand on aime, faire l'effort n'est pas un problème. J'ai lu des livres de physique remplis de mathématiques, des livres épais, comme des bottins téléphoniques. Je les lisais comme des romans. Pas parce que je suis spécial, mais parce que j'aime. Et quand on aime, c'est pas un problème. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas un problème. Il faut donc juste suivre la bonne voie. Et la passion fait le reste. Et pour ça, le mieux, c'est d'expliquer, de comprendre. Donc c'est ce qu'on va voir. Pourquoi est-ce que la physique est si difficile? Pourquoi y a-t-il tant de mathématiques en physique? On analysera tout ça et on le justifiera. Voilà, donc voici le programme de Science hors notre science. Vous voyez qu'il y a du pain sur la table et nous commencerons par une approche historique au départ pour un peu planter le décor. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.